À Chicago, en 1977, une veuve ayant hérité d'une grosse fortune disparaît sans laisser de traces. Les quelques indices à la disposition des enquêteurs semblent indiquer qu'elle aurait été enlevée ou assassinée. Mais en l'absence du corps et sans suspect, la piste se termine rapidement en impasse. Plus d'une décennie plus tard, un procureur américain ayant la réputation de résoudre des meurtres qu'on croyait impossibles à élucider découvre un univers de violence et de dissimulation. Il se retrouve bientôt confronté à un criminel fuyant. À l'automne 1989, à Chicago, le procureur Stephen Miller et son équipe recrutent des enquêteurs de 3 organismes fédéraux différents et lancent une enquête audacieuse pour faire la lumière sur la mystérieuse disparition de Helen Brack. Elle détenait la plus grosse fortune de l'Illinois. En 1977, au moment de sa disparition, on estimait ses avoirs nets à plus de 40 millions de dollars. Tout le monde la connaissait. Elle faisait partie de la haute société. C'était une philanthrope et elle comptait des amis haut placés. D'habitude, les personnes comme elle ne disparaissent pas ainsi. Au cours des années qui ont suivi sa disparition, les autorités ont consacré beaucoup d'efforts pour élucider cette affaire. Malheureusement, on n'a pas obtenu de résultats, ce qui a eu pour effet d'alimenter le mystère autour de cette histoire. Nous sommes au printemps 1988 dans un centre équestre en banlieue de Chicago. Barbara Morris, une veuve fortunée, commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas chez le cheval qu'elle vient de s'acheter. Malgré des séances d'entraînement coûteuses, le cheval refuse obstinément de sauter. La patience de Morris est à bout. Elle réalise que l'animal qui lui a coûté 50 000 $ ne pourra jamais participer à une compétition. Il ne vaut rien. Cet achat, qui était un investissement, elle l'a fait sur les recommandations de son ami de cœur, Richard Bailey. Mais ce que Barbara Morris ignore, c'est que la plupart des femmes que Bailey a fréquentées au cours des 15 dernières années ont investi des centaines de milliers de dollars sur des bêtes n'ayant aucun potentiel. L'assistant du procureur, Ron Safer, nous raconte. Richard Bailey était un vrai prédateur. Avec sa bande de complices, il repérait les femmes riches et seules dans les centres équestres. Après les avoir identifiées, il les évaluait, il allait voir leurs maisons et leurs voitures, et quand il avait compris qu'elles étaient des cibles faciles et qu'elles étaient prêtes, il leur tendait un piège. Le jour suivant, Barbara Morris retourne à l'écurie avec une poignée de factures au montant exorbitant pour la pension de son cheval. Le propriétaire de l'écurie est introuvable. Quand elle voit que les employés ne sont pas très coopératifs, elle comprend qu'elle a été victime d'un traquenard. L'arnaque comptait plusieurs joueurs. D'abord, un entraîneur déclarait à la victime qu'un cheval en particulier était exceptionnel et il lui conseillait de l'acheter. Puis un vétérinaire droguait l'animal pour qu'il se comporte comme un champion de compétition. Ensuite, les propriétaires de l'écurie renchérissaient. Et bien sûr, au centre de cette arnaque se trouvait Richard Bailey. Barbara va ensuite voir son ami Richard Bailey. Elle lui raconte que la bête qu'elle a achetée ne vaut rien et qu'elle soupçonne les propriétaires de l'écurie de l'avoir arnaquée. Bailey tente en vain de la calmer et de lui changer les idées.
Au bout d'un moment, et à l'insu de Bailey, elle comprend que c'est lui-même qui l'a entraînée dans ce traquenard. Richard Bailey séduisait une femme après l'autre et avait des aventures amoureuses avec elles. Il les entourait d'attention. Il leur faisait livrer des fleurs tous les jours, allait les chercher à bord de la Rolls-Royce qu'il avait louée. Bien entendu, elles croyaient toutes que la voiture lui appartenait. Il les invitait dans les plus grands restaurants de Chicago et gagnait ainsi peu à peu leur confiance. Barbara Morris se rend alors au poste de police. On l'informe que son cas devra être traité au civil, car au tribunal pénal, il est difficile de prouver qu'un cheval a été vendu frauduleusement. Toutefois, un procureur de l'État qui surveille Bailey depuis quelques années s'intéresse à son cas et il en discute avec Steve Miller, le chef des dossiers spéciaux du bureau du procureur. On m'a parlé d'un homme soupçonné d'avoir volé 50 000 $ à cette femme. On disait de cet homme que c'était un arnaqueur professionnel. Il était soupçonné d'avoir piégé plusieurs personnes en les poussant à acheter des chevaux. Ça a piqué ma curiosité. On m'a également informé que Bailey, le suspect, avait vraisemblablement eu une aventure amoureuse avec Helen Brack. Onze ans plus tôt, en 1977, Helen Brack était devenue la veuve la plus riche de l'Illinois, avec des avoirs nets évalués à plus de 40 millions de dollars. Elle avait vécu avec son mari, Frank, dans une grande maison en banlieue à Glenview. Ils avaient été mariés et heureux pendant plus de 20 ans, jusqu'au décès de Frank en 1970. Ils avaient fait leur fortune grâce aux parts de Frank dans la Brack Candy Company. Frank s'était même inspiré des couleurs favorites de Helen, le rose et le mauve, pour fabriquer leur boîte de bonbons. En 1977, on avait signalé la disparition de Helen Brack et personne ne l'avait revue par la suite. 7 ans plus tard, soit en 1984, on l'avait déclarée morte selon la loi. Sa disparition était devenue l'un des plus gros mystères de Chicago et le sujet de plusieurs rumeurs et légendes urbaines assez loin de la réalité des faits. Le dossier de cette affaire n'avait jamais été fermé, mais l'enquête avait cessé de progresser 10 ans plus tôt. Quand on lui donne l'occasion de résoudre ce mystère vieux de 13 ans, Miller étudie le dossier. Mais il sait qu'il devra mener une enquête de façon très peu orthodoxe pour résoudre cette histoire de meurtre présumé. Il lui faudra se baser davantage sur des preuves de fraude plutôt que sur des preuves judiciaires. Comme Richard Bailey n'avait pas de dossier criminel, j'ai décidé de me fier à mon instinct. J'avais entendu dire qu'il était un arnaqueur professionnel. Miller envoie une équipe d'agents fédéraux dans les palais de justice des comtés autour de Chicago pour voir si Bailey n'aurait pas déjà fait l'objet de poursuites judiciaires. Les agents sont revenus très enthousiastes et m'ont annoncé qu'au cours des 20 dernières années, Richard Bailey avait fait l'objet de plusieurs poursuites de la part d'ex-conquêtes. Chacun de ces cas de fraude était une copie conforme des autres cas pour lesquels Richard Bailey était soupçonné. Mais cette pile de dossiers au civil n'a jamais pesé assez lourd pour provoquer l'ouverture d'une enquête. Le procureur devra trouver un cas récent pour faire accuser le suspect d'un acte criminel. Barbara Morris, la dernière victime de Bailey, accepte de laisser les procureurs enregistrer ses conversations téléphoniques. Cette fois-ci, Bailey essaie d'obtenir de sa part un chèque au montant de 100 000 $ pour faire l'acquisition d'un étalon appelé Victory Morn. Les déclarations frauduleuses de Bailey au téléphone permettent aux autorités d'ouvrir enfin une enquête. Les procureurs doivent d'abord tout savoir de l'entreprise criminelle de Bailey et ils veulent obtenir des informations fiables sur les liens que celui-ci aurait eus avec Helen Brack. L'un des enquêteurs est l'agent Jim Delorto de l'ATF. La relation de Richard Bailey avec Helen Brack était bien connue. Tout le monde du secteur nord de Chicago qui était mêlé à l'industrie équestre savait qu'il courtisait Helen Brack dans le seul but de mettre le grappin sur son argent. L'industrie équestre, qui de l'extérieur semble être un symbole de raffinement et de prestige, est en fait un univers corrompu
et les criminels sévissent tout particulièrement dans les centres équestres et les foires commerciales, comme en témoigne ici l'agent Pete Cullen du FBI. Dans les années 70 et 80, la corruption était érigée en système dans l'industrie équestre de Chicago. Il y en avait partout. Il était rare qu'une personne puisse acheter un cheval sans faire l'objet d'une fraude. Selon les enquêteurs, les écuries où l'on trouve le plus de corruption sont celles de la famille Jane, que l'on a surnommée la mafia des chevaux. Il s'agit d'un groupe de frères dont la réputation n'est plus à faire quand il s'agit de frauder des clients, des compétiteurs et des compagnies d'assurance. Silas Jane est le parrain de cette famille selon le procureur Ron Saffer. Silas Jane était un peu le Jesse James de l'industrie des chevaux. Il ne respectait qu'une autorité, la sienne. Et les gens le craignaient. Il était sans foi ni loi et dirigeait ses opérations sans contrainte aucune. Il avait assassiné des gens de sang-froid en plein jour et n'avait jamais dû payer pour ses actes. Cet homme impitoyable était le patriarche de la famille Jane. Selon les enquêteurs, quiconque se met en travers des Jane risque de voir son écurie détruite par les flammes, ses chevaux abattus et met sa vie en danger. Et les enquêteurs apprendront bientôt que Richard Bailey a des liens étroits avec la mafia des chevaux. Le bureau du procureur de l'Illinois fait enquête sur l'arnaqueur Richard Bailey, que l'on croit mêlé à la disparition de l'héritière Helen Brack. Les autorités ont appris que Bailey avait des liens avec la famille Jane, un groupe d'hommes impitoyables qui contrôle l'industrie équestre dans le nord de l'Illinois, en semant la peur autour d'eux. On savait que Bailey escroquait des gens en leur vendant des chevaux. On se doutait aussi que les gens de l'industrie équestre dans le nord de l'Illinois savaient sans doute quelque chose à propos d'Helen Brack. On n'y est donc pas allé par quatre chemins. On a décidé de soumettre toute l'industrie à un examen minutieux, comme ça ne s'était jamais vu auparavant. Ces gens étaient habitués à faire affaire avec les shérifs de comté et la police locale, et ils les battaient chaque fois au fil d'arrivée. Mais maintenant, pour la première fois, ils devraient affronter le département de la justice, le FBI, l'ATF et l'IRS. Une victime récente de Richard Bailey permet, grâce à son aide au bureau du procureur, d'ouvrir une enquête. Barbara Morris a autorisé les agents fédéraux à enregistrer ses conversations téléphoniques avec Bailey. C'est le premier indice qui servira à prouver que Bailey joue un rôle de premier plan dans des crimes qui s'échelonnent sur plusieurs décennies. Les agents examinent le dossier de l'enquête entourant la disparition de Brack à la recherche de nouvelles pistes. La dernière fois qu'on l'a vue, elle se trouvait à la réputée clinique Mayo au Minnesota. C'était le 17 février 1977. Elle venait de terminer les examens pour son bilan de santé et les résultats étaient bons. Des documents indiquent qu'en quittant sa chambre d'hôtel, elle avait en main un billet d'avion pour l'aéroport O'Hare, car elle prévoyait rentrer chez elle dans la banlieue de Chicago, à Glenview, en Illinois, pour y rester pendant tout le week-end, avant de prendre un autre avion pour Fort Lauderdale, où elle possédait un appartement depuis peu. Les relevés de ses cartes de crédit montrent qu'elle s'est arrêtée dans une boutique de cadeaux près de l'hôtel, peu après son ouverture, vers 9 h. On n'a plus jamais revu Helen Brack par la suite. Elle a disparu comme si on l'avait rayée de la carte. Où donc pouvait-elle être? On a mené notre enquête. Avait-elle pris l'avion pour Chicago après être allée à la clinique? Ensuite, elle devait aller en Floride. Y était-elle allée? Notre enquête s'est principalement axée là-dessus au départ. Où avait-elle pu aller? Rien n'indique que Helen a acheté un billet d'avion pour la Floride ou enregistré des bagages. Un peu plus tard, on a trouvé chez elle la valise qu'elle avait emportée à la clinique.
La police de Glenview l'a fait examiner au cas où il y aurait des taches de sang ou des empreintes digitales. On n'a rien trouvé de suspect. Les policiers ont interrogé Bailey dès le début de l'enquête. Ils lui ont demandé des détails sur sa relation avec Helen. Il leur a répondu qu'ils se connaissaient à peine. En 1977, les policiers de Glenview l'ont rencontré et lui ont demandé s'il avait fait affaire avec Helen Brack. Richard Bailey, qui avait compris que ces transactions pouvaient fournir un mobile au crime, a nié avoir eu des relations d'affaires avec elle. Il a aussi évité de parler aux autorités des chevaux qui auraient pu démontrer qu'il avait un lien avec Helen Brack. Quand 13 ans plus tard, l'enquête du bureau du procureur est ouverte, les agents se concentrent sur les schémas de comportement de Bailey décrits par ses victimes. Peu à peu, le portrait d'un arnaqueur très rusé commence à émerger. Les enquêteurs découvrent que ce sont les propriétaires de l'écurie qui indiquent à Bailey qui arnaquait. Ils surveillent de près les veuves et les femmes récemment divorcées. Bailey les rencontre, les enjôle et se met rapidement à leur faire la cour. Un soir, par exemple, en rentrant du restaurant, il leur disait « Arrêtons-nous à l'écurie pour une minute. Il y a un cheval qui m'intéresse. » Ses complices les attendaient et ils tendaient alors le piège. Le vétérinaire avait drogué l'animal pour qu'il ait l'air d'un champion. Ensuite, l'entraîneur arrivait et disait que le cheval était extraordinaire et qu'il ne le vendait que 100 000 $ alors qu'en fait, il en valait un demi-million. Ensuite, il disait à sa victime « Achetons-le moitié-moitié ». Bailey faisait ensuite un chèque, tout comme la victime. Quand la femme repartait, les complices déchiraient le chèque de Bailey et se rendaient au plus vite à la banque pour encaisser le chèque de la femme et se partager la somme. Peu de temps après, la relation commence à se détériorer et la femme se retrouve obligée de payer la nourriture et les notes du vétérinaire pour un cheval qui ne vaut rien. Mais pour faire la lumière sur les liens entre Bailey et Helen Brack, il faudra que les enquêteurs pénètrent au cœur du monde des chevaux. Et à Chicago, à ce moment-là, cette industrie est fermée aux autorités. Personne n'acceptera jamais de parler des activités criminelles qui s'y passent. Le procureur Steve Miller croit que c'est la peur qui force les gens à garder le silence. Les gens de l'industrie équestre étaient terrifiés. Ils ne croyaient pas que les autorités pourraient faire quoi que ce soit. Ils avaient peur parce que des écuries seraient incendiées au beau milieu de la nuit si leurs propriétaires ou certains de leurs clients étaient soupçonnés de collaborer avec les autorités. Ou encore, on trouverait leurs chevaux morts dans leur stall. On avait posé une bombe chez l'une des victimes de Bailey, Carol Carstensen. On avait menacé de tuer ses enfants si elle collaborait avec la police et qu'elle ne retirait pas sa plainte après qu'elle eut tenté de les poursuivre. Il y avait donc beaucoup de peur. Pendant les 2 premières années de l'enquête, on obtient peu de pistes. Puis, les agents obtiennent une information qui leur permettra de percer enfin l'industrie équestre. Un certain Tommy Burns, dit le marchand de sable, a été engagé pour tuer un cheval en Floride en vue d'une réclamation d'assurance. L'agent du FBI, Pete Collin, dit qu'on l'a surnommé le marchand de sable parce que là où il va, les chevaux s'endorment à jamais. Les gens savaient que lorsque Tommy Burns se trouvait à un spectacle équestre, il y aurait des vols de selle ou bien des chevaux seraient tués. Les enquêteurs surveillent Burns jusqu'au jour où ils le surprennent en train de casser la patte d'un cheval. Une fois la bête euthanasiée, ils arrêtent Burns pour fraude aux assurances.
Le lendemain, Steve Miller et l'agent spécial Pete Collin prennent un avion pour la Floride en vue d'interroger Tommy Burns. Coincé dans une cellule avec les enquêteurs, Burns est interrogé à propos de Helen Brack, mais nie savoir quoi que ce soit à son sujet. C'est alors que Burns a déclaré « J'ai tué la moitié moins de chevaux qu'on a tué de personnes célèbres dans cette industrie ». Burns est un tueur à gages de chevaux. Il reconnaît avoir tué 20 bêtes dans sa carrière, en donnant à ces morts une apparence naturelle pour que leurs propriétaires puissent toucher l'argent de leur police d'assurance. La nouvelle de l'arrestation du marchand de sable ouvre une porte dans le monde inquiétant des expositions de chevaux de Chicago. Elle aura un effet percutant sur le déroulement de l'enquête. Ça a eu un effet incroyable sur les gens qu'on approchait pour notre enquête. Après l'arrestation de Tommy Burns, quand on frappait à la porte de personnes qui avaient, selon nous, commis des crimes, celles-ci passaient littéralement aux aveux, alors qu'avant, elles nous auraient claqué la porte au nez. Elles disaient « On sait que c'est fini, on veut collaborer pour passer le moins de temps possible en prison ». L'équipe retourne interroger des employés d'écurie qui reconnaissent maintenant que Bailey avait surnommé Helen la poule aux œufs d'or et qu'elle avait acheté des chevaux sur ses conseils. Les agents du fisc, qui doivent retracer des achats remontant à 20 ans, découvrent que l'héritière a dépensé 400 000 $ pour l'achat et la pension de 9 chevaux qui n'ont remporté aucune course. Quelques personnes arrêtées pour avoir fraudé les assurances sont prêtes à révéler ce qu'elles savent à propos de la mystérieuse disparition de Helen Brack. L'une de ces personnes s'appelle Joe Plemons, un arnaqueur arrêté en Californie. L'agent Pete Collin du FBI croit que Plemons a été l'un des témoins les plus importants dans l'affaire Brack. Joe Plemons fraudait les gens. Il l'a reconnu lui-même. Ce n'était pas un tueur. Or, Richard Bailey lui avait demandé de régler le sort de Mme Brack en échange de 10 000 $. Joe Plemons raconte aux enquêteurs que Bailey leur a fait cette proposition à son ami et à lui alors qu'ils étaient au restaurant. Il les a approchés et leur a dit qu'il était allé trop loin avec la dame aux bonbons, qu'elle avait découvert le poteau rose, qu'elle était furieuse et qu'elle avait l'intention de le signaler aux autorités. Il voulait se débarrasser d'elle. Il leur a alors demandé de la faire disparaître. Mais Plemons et Hanson ne voulaient rien savoir parce qu'Helen Brack était une femme de la haute société et qu'elle avait de l'influence. Ils trouvaient que c'était un coup trop risqué. Ils ont refusé parce qu'ils craignaient d'être inculpés de complot pour meurtre. C'était trop dangereux. Les enquêteurs trouvent bientôt d'autres personnes qui ont entendu dire que Helen Brack avait l'intention de signaler la fraude aux autorités. Bailey savait que si la riche héritière le dénonçait, non seulement ce serait la fin de sa carrière, mais aussi de celle de la famille Jane qu'il craignait beaucoup. Helen Brack devait mourir, et la première chose que Bailey a faite a été de s'assurer qu'il avait un alibi pour le week-end où elle allait disparaître. Bailey a essayé de se constituer un alibi. Il savait à quel moment Brack devait aller à la clinique Mayo et quand elle rentrerait. Il s'est alors rendu en Floride par avion et il a effectué plusieurs transactions à cet endroit au moment de la disparition de la femme. Bailey s'est loué une chambre d'hôtel, il a mangé au restaurant et il s'est assuré que des témoins le voient pour prouver qu'il passait un week-end romantique au bord de la mer avec une jeune agente immobilière de Chicago. 2 ans après la disparition de Helen Brack, le nom de Richard Bailey a refait surface. En 1979, 2 jeunes garçons en route vers l'école ont trouvé un graffiti près d'une route menant à la propriété de Helen Brack. Le message, écrit avec de la peinture rouge, était le suivant. « Richard Bailey sait où se trouve le corps de Mme Brack. Arrêtez-le, s'il vous plaît. » Mais les procureurs auront besoin d'autre chose que des accusations écrites sur la chaussée pour traduire Bailey en justice.
Les aveux d'un tueur de chevaux ont permis au procureur de l'Illinois de faire une incursion dans le monde corrompu des expositions de chevaux. Munis d'informations provenant de l'intérieur, ils pourront obliger d'autres joueurs importants à avouer leurs activités illégales. Et, plus important encore, ils pourront les obliger à révéler ce qu'ils savent de l'arnaqueur professionnel et séducteur Richard Bailey et de ses liens avec l'héritière disparue Helen Brack. Richard Bailey a fait à Helen Brack ce qu'il avait fait à plusieurs autres femmes. Il l'a séduite après le décès de l'amour de sa vie. Il l'a impressionnée en lui faisant miroiter sa fortune et l'a entraînée dans le monde des chevaux. Mais Helen Brack a découvert qu'elle s'était fait rouler comme plusieurs de ses femmes, à la différence près qu'elle était assez influente pour faire arrêter ces types. Bailey a tout à perdre. Les profits qu'il a faits en escroquant des femmes fortunées lui ont permis de vivre une vie de playboy, de s'offrir un appartement sur Lakeshore Drive, à Chicago, une écurie en banlieue, des voitures luxueuses et de fréquenter des restaurants raffinés. Pourquoi ce meurtre a-t-il été commis? Il n'y a en fait qu'une réponse à cette question. Pour que Richard Bailey et sa bande d'escrocs puissent poursuivre leurs opérations frauduleuses. Le parrain de la mafia des chevaux, Silas Jane, meurt en 1987 et son fils, Frank Jane, poursuit les opérations. Les procureurs trouvent un témoin qui affirme avoir entendu Bailey et Frank Jane parler de Helen Brack peu de temps après sa disparition. La femme déclare les avoir entendus dire qu'il devait se débarrasser de la dame aux bonbons parce qu'elle en savait trop. Cette femme est en fait la fille de Frank, Kathy Jane Olsen. Les procureurs la convoquent à un interrogatoire au cours duquel elle leur raconte tout. Elle accepte de témoigner pour le procureur contre Richard Bailey, même si elle reconnaît avoir elle aussi participé à plusieurs opérations frauduleuses, en aidant par exemple son père à droguer certaines bêtes avant qu'elles ne soient vendues à des clients. Après une enquête de 5 ans, les procureurs mettent en accusation 23 personnes. Ils tiennent une conférence de presse le 27 juillet 1994, au cours de laquelle ils font état d'accusations retentissantes de fraude postale, de fraude par téléphone et de fraude à des compagnies d'assurance. Parmi les accusés se trouvent certains des entraîneurs et des propriétaires les plus connus de l'industrie. Il y a bien entendu Richard Bailey. Celui-ci est accusé d'activités frauduleuses en vertu de la loi fédérale RICO. Miller soutient que les gens qui ont aidé Bailey étaient ses complices et qu'ils constituaient ainsi une organisation criminelle ayant pour but d'escroquer leurs clients. Le meurtre de Helen Brack fait également partie des accusations portées dans le cadre de la loi RICO. Les procureurs estiment qu'ils pourront aisément prouver que Bailey a tué Brack pour protéger son organisation criminelle lucrative. Mais même si Bailey est arrêté, il sera difficile de prouver qu'il est lui-même l'auteur de cet homicide. Je pensais que ce serait très compliqué de faire inculper quelqu'un du meurtre d'une personne dont on n'avait jamais retrouvé le corps. En outre, il n'y avait aucun témoin de ce meurtre et nous n'avions aucun indice ni analyse judiciaire pour soutenir cette thèse. Les procureurs se retrouvent bientôt devant les tribunaux pour prouver que Bailey a commandé la mort de Helen Brack. Bailey s'est reconnu coupable de l'escroquerie d'une vingtaine de femmes afin de ne pas devoir subir de procès devant jury. Il n'aura qu'à se présenter à une audience de détermination de sa peine devant un juge de la Cour fédérale. C'est le respecté juge Milton Shader, connu pour son impartialité, qui préside l'audience. En faisant plaider coupable Bailey à la plupart des accusations en vertu de la loi RICO, les avocats espèrent que le verdict n'ira pas au-delà de 27 mois de prison. Mais avant de le rendre, le juge Shader avise Bailey qu'il va soigneusement examiner les preuves présentées par la poursuite relativement à la mort de Brack. L'équipe qui assure la défense de Bailey
reconnaît que celui-ci a fraudé des femmes, mais il n'y a toutefois aucune preuve qu'il s'en soit pris physiquement à l'une d'elles. L'argument de la défense était simple. Oui, Richard Bailey est un arnaqueur, et oui, il est coupable de presque tout ce dont le gouvernement l'accuse. Mais ce n'est pas un homme violent et il n'a jamais fait de mal aux autres femmes. Pourquoi donc alors aurait-il fait du mal à Helen Brack? Devant les femmes arnaquées par Bailey, qui sont assises dans la salle d'audience, le procureur Steve Miller appelle Joe Plemons à la barre. Plemons est aussi un arnaqueur ayant participé à la vente frauduleuse de chevaux. Il témoigne pour le procureur et raconte comment Bailey a demandé à son ami Ken Hansen et lui de tuer Helen Brack. Selon Plemons, Bailey leur a dit qu'il croyait que Helen Brack était sur le point de le dénoncer aux autorités. Il leur a ensuite offert $10 000 pour l'éliminer. Le problème, c'est que c'était peu de temps avant sa disparition. Il faisait chaud et il ne portait qu'un veston. On a cuisiné un peu Plemons parce qu'on savait que Brack avait disparu en février et à cette période, il n'y a guère de journées chaudes. Mais il n'a pas bronché. Il a dit « Je ne peux vous dire que la vérité, et la vérité, c'est que c'était une journée chaude et que c'était peu de temps avant sa disparition. » Pour vérifier si Plemons nous disait la vérité, on a consulté les relevés de température du service météorologique et découvert qu'effectivement, environ une semaine avant la disparition d'Helen Brack, miraculeusement, il avait fait 15 degrés en février à Chicago. Mais l'avocat de Bailey présente Plemons comme étant un menteur professionnel et il réussit à lui faire reconnaître que lorsqu'il s'agit de chevaux, il ne les vend jamais à leur juste prix. Your word is worthless, in a sense. Yes, I'm sorry to say. And really, when it comes to this meeting with Mr. Bailey, all we have to go on is your word. Yes, that's true. On ne peut pas nier que certains de nos témoins avaient un passé douteux. C'étaient des complices de Richard Bailey. Vous savez, les gens qui complotent des crimes ensemble ne sont généralement pas des anges. Parmi les témoins de l'État se trouve également Kathy James Olson. Ce n'est pas un ange non plus. Elle a reconnu avoir participé à plusieurs manœuvres frauduleuses. En outre, c'est une ex-toxicomane. Elle déclare avoir entendu son père, Frank Jane, parler du problème Brack. Lors de son contre-interrogatoire, Olson reconnaît avoir consommé du crack, de la marijuana et de l'alcool par le passé. La défense soutient que la mémoire d'Olson peut lui avoir fait défaut compte tenu de sa consommation de drogue. Le juge Shader partage cet avis et déclare qu'il ne peut prendre son témoignage en compte. Vient enfin le tour de Richard Bailey de donner sa version des faits. Cet homme est un savant mélange de charme suave et de manière plutôt rustaude. Selon les procureurs, son parcours scolaire a été très bref. De fait, il arrive à peine à lire ou à écrire, mais c'est un génie quand il s'agit de séduire une femme. Il reconnaît avoir ciblé des femmes riches et vulnérables en gagnant leur confiance par la séduction et en leur extorquant ensuite leur argent. Mais Richard Bailey nie avoir tenté de flouer Helen Brack. Il affirme que leur relation était strictement amicale et professionnelle. Il dit qu'il a entretenu cette relation parce que Brack avait beaucoup d'argent. I said, who's the friend? She says, Helen Brack. Richard Bailey? Bailey déclare qu'il a rencontré Helen Brack par le biais d'une amie commune. Ils se sont aussitôt bien entendus. Selon Bailey, Helen aimait qu'on s'occupe d'elle et qu'on lui tienne compagnie. C'était une femme seule. Elle était veuve depuis 7 ans. Bailey déclare que Helen et lui étaient dans un hippodrome en Floride quand Helen, et non pas lui, a parlé d'acheter quelques chevaux de course. Bailey dit qu'il ne lui a jamais vendu personnellement de chevaux. C'est son frère qui lui a vendu 3 chevaux de course. À l'insu de Helen, ces bêtes ont été achetées à l'encan pour la somme totale de $20 000.
Bailey reconnaît que la vente a rapporté 80 000 $, dont il a récupéré la moitié. Quand Helen a constaté que ses chevaux ne remportaient aucune course, Bailey lui a suggéré de les soumettre à un programme d'entraînement pour qu'il puisse participer à des expositions et ainsi lui permettre de récupérer son investissement. À la fin de 1976, selon Bailey, sa relation avec Helen était toujours platonique, mais ils aimaient tous les deux aller danser. Bailey est franc quand il dit qu'il fréquentait Helen pour son argent. Il ajoute qu'elle valait plus pour lui vivante que morte. It just doesn't make sense. I was planning to stay with her for a long time. She had a long bankroll, $30 million. Il insiste sur le fait qu'il n'avait aucune raison de croire qu'elle allait le dénoncer aux autorités. So you had nothing to do with the disappearance of Helen Brock. Bailey est resté calme et confiant. Ron Safer devra prouver au juge qu'il ment. Pour moi, l'aspect le plus complexe de ce procès a été le contre-interrogatoire de Richard Bailey. Cet homme avait gagné sa vie à mentir, il avait passé toute sa vie à berner les gens et à s'en tirer. Je n'avais que quelques heures pour démontrer que ce n'était qu'un escroc et un menteur. C'est une remarque faite par Bailey un peu plus tôt qui a fourni à Safer l'ouverture qu'il attendait. Bailey s'était constitué un alibi. Au moment de la disparition d'Ellen Brack, il s'était arrangé pour être en Floride avec une autre femme. Mais une chose extraordinaire est arrivée. Richard Bailey a entendu le témoignage de Joe Plemons. Il était assis dans la salle quand Plemons a déclaré sous serment que Bailey lui avait demandé de tuer Ellen Brack une semaine avant sa disparition. C'est alors que Richard Bailey a eu une brillante idée. Il a dit « J'ai des reçus qui démontrent que j'étais dans un hôtel en Floride au moment de la disparition d'Ellen Brack, le 17 février. J'étais en Floride depuis 10 jours. Je n'aurais donc pas pu faire cette demande à Plemons. » Cette déclaration est enregistrée. Sous serment, Bailey a déclaré qu'il n'était pas en Illinois au moment de la présumée rencontre. Lors du contre-interrogatoire, je l'ai piégé avec cet alibi. Il a dit « Je me rappelle clairement que j'étais en Floride. J'y ai joué au tennis, j'y ai rencontré telle et telle personne durant la semaine précédant la disparition de Brack. Mais bien entendu, j'avais en ma possession des relevés téléphoniques de sa ligne sur Lakeshore Drive qui montraient clairement qu'il avait contacté plusieurs de ses complices depuis son appartement au moment où il se disait en Floride. C'est à ce moment-là que Safer referme le piège. Le procureur présente les relevés téléphoniques de l'appartement de Bailey à Chicago, montrant ainsi qu'il a contacté ses complices au cours de cette même semaine. Bailey se défend en déclarant que quelqu'un d'autre a dû faire ces appels. Il se retire ensuite, mais le mal est fait. Le procureur a démontré que Bailey avait menti lorsqu'il se trouvait à la barre. Pour sa défense, les avocats de Bailey déclarent que d'autres suspects avaient plus à gagner dans le meurtre de Brack et qu'ils ont commis plus de crimes que lui. Il y a parmi eux le chauffeur de Brack et même des membres de la famille Jane, la mafia des chevaux de Chicago. Mais les procureurs répliquent que Bailey a toujours été au cœur de ce complot. Notre enquête était axée sur la personne qui avait tiré profit de ce meurtre. La personne qui l'avait commis ne nous importait guère. Ce n'était que le projectile dans l'arme à feu. C'était Richard Bailey qui avait visé et fait feu. Le projectile qu'il avait choisi pour parvenir à ses fins nous apparaissait moins important. Lors de l'audience de détermination de sa peine, l'accusé peut être le dernier à parler au juge.
Bailey se sert de cette occasion pour répéter qu'il est innocent. Yes, Your Honor. Thank you. I'd just like to say that I had nothing whatsoever to do with Helen Brock's disappearance. If I knew anything, I would have told you because I wouldn't have had to sit in jail all this time. I know if I brought forth truthful information, there's a good possibility that my sentence could be reduced for the charges that I have pled guilty to. Quand Bailey demande la clémence afin de pouvoir finir ses jours auprès de la femme qu'il aime et qu'il vient d'épouser, Miller réagit aussitôt et rappelle au juge combien Bailey a manqué de compassion à l'égard de toutes les femmes qu'il a escroquées. Bailey a creusé sa propre tombe. Il a essayé, par le biais de la manipulation, d'échapper à cette accusation. Le 15 juin 1995, soit 18 ans après la disparition de Helen Brack, le juge Shader revient dans la salle d'audience pour le prononcer de la peine. Ses prochaines paroles nous diront si Richard Bailey n'est qu'un arnaqueur ou s'il est également un meurtrier. Le 15 juin 1995, une salle d'audience de Chicago est remplie à craquer de victimes de Richard Bailey et de journalistes. Tous attendent la décision du juge dans l'une des affaires de meurtre les plus médiatisées de l'histoire de la ville. C'est une audience pour déterminer la sentence. On a déjà accepté un plaidoyer partiel de culpabilité de fraude. Mais il reste à déterminer si Bailey est coupable d'avoir ourdi un complot pour faire assassiner l'héritière Helen Brack. Et cette tâche revient au juge Milton Shader. Le juge, qui est resté impartial pendant tout le procès, montre finalement ouvertement son opinion. Il déclare que l'arnaqueur Richard Bailey a même essayé de l'arnaquer, lui, quand il a affirmé que Helen était sa poule aux œufs d'or et qu'il ne l'aurait jamais tuée. Le juge déclare Bailey coupable de complot en vue de tuer Helen Brack. Il le condamne à 30 ans d'incarcération sans possibilité de libération conditionnelle. C'est ni plus ni moins une peine d'emprisonnement à vie pour cet homme de 65 ans. On a dû monopoliser toutes les ressources du département de la justice pour régler cette affaire, mais la mort de Helen Brack a enfin été vengée. Ça a été un honneur pour moi de faire partie de cette enquête et d'obtenir des résultats qu'on n'osait même pas espérer. On n'a pas que résolu l'enquête du meurtre d'Helen Brack. On a fait la lumière sur un complot et percé une industrie corrompue en montrant comment étaient vraiment ces criminels. Ça a été pour nous l'expérience de toute une vie. Dans le cadre de cette enquête, on a remonté plusieurs pistes afin de découvrir où pouvait se trouver le corps de Helen Brack. Elle a peut-être été enterrée sous la base d'un foyer installé dans les écuries de Bailey juste après sa disparition. Ou peut-être a-t-elle été brûlée dans un incinérateur aux écuries de Frank Jane, qui a été mis en opération peu de temps après sa disparition. Ou alors elle se trouve dans un champ quelque part. Il y a 1 million d'hypothèses. Mais on n'a jamais retrouvé la moindre trace de la dame aux bonbons. Si on creusait un trou partout où les gens nous ont indiqué où se trouvait le corps d'Helen Brack, Chicago ressemblerait à la Lune. Steve Miller est toujours hanté par une question qui n'a pas trouvé de réponse. Il y a un aspect de l'affaire qui n'a jamais été résolu. C'est l'identité de la personne qui a appuyé sur la détente ou donné les coups de couteau qui l'ont tué. On ignore qui c'est. On sait toutefois que c'est Richard Bailey qui a tout complété et qui a provoqué cet événement. Certains enquêteurs croient que Bailey préfère passer le restant de ses jours en prison plutôt que de pointer du doigt la famille Jane et d'en subir ensuite les répercussions. Par conséquent, il ne dira sans doute jamais au procureur ce qu'il sait. Quand elle vivait encore, un des endroits favoris de Helen Brack était le funérarium de l'Ohio.
Il s'agit d'un édifice imposant où se trouvent les restes de ses parents bien-aimés, de son mari et de ses 2 chiens. Sa propre crypte soigneusement conçue est toujours vide, mais sur son monument funéraire sont gravés ces mots. « Père, je prie pour avoir un jour la grâce d'être auprès de ceux que j'ai aimés et qui sont avec vous. »